Leur regard est souvent la seule chose que nous sommes autorisés à filmer. Nous ne connaissons ni leur visage ni leur nom. Les forces spéciales ont pour habitude de se dissimuler derrière des pseudonymes. Une tradition de discrétion qu'elles acceptent, le prix à payer pour réaliser des missions d'exception. Issues des trois armées, elles sont devenues au fil des ans incontournables, que ce soit à l'occasion de missions de renseignement, d'actions offensives contre des chefs terroristes ou de libération d'otages. Elles échangent avec l'ensemble des services de renseignement. La fusion des informations collectées constitue le cœur de leurs actions. Facteur de puissance, les forces spéciales déterminent aussi le rang militaire d'un pays. Et dans ce domaine, la France fait partie d'un club restreint. À l'occasion des 30 ans du commandement des opérations spéciales, le journal de la Défense vous emmène à la rencontre de ceux qui cultivent audace et humilité, une immersion inédite à cliché fermé. Donc là, on est dans un cadre de conflit interétatique où un des pays a demandé l'aide de la France pour l'aider, dans le cadre de respect de la loi internationale, à reprendre le dessus sur une rébellion menée par un autre pays. D'accord ? Est-ce que vous avez des questions sur le scénario ? C'est bon pour moi. Demande de l'air. Donc pour toi, pour l'instant, pas d'activité décelée aux abords du bâtiment. Vert pour sortir dans la cour et te mettre en bas. Aguillet Dalton, mise en place de la charge. Aguillet Dalton, charge en place. Notre reportage au sein des forces spéciales débute dans le sud-ouest, au cœur d'une installation de l'armée de terre, unique en Europe, le CTA, pour complexe de tir adapté. Ce centre permet d'entraîner jusqu'à 30 tireurs, de jour comme de nuit, sur plus de 6000 m². Il accueille toutes les unités des forces spéciales de l'armée de terre, mais également les commandos de la Marine nationale et de l'armée de l'air et de l'espace, des opérateurs du RAID et du GIGN, ainsi que certaines unités d'élite étrangères. Le CTA nous permet de faire un pas de tir 360 en munitions réelles. Et notre mission aujourd'hui était de récupérer une HVI, donc c'est HVI individual. Et ce qu'on peut nous demander comme mission, par exemple, sur le Sahel. Ces hommes du 1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine partent bientôt en opération. Leur passage ici est une ultime évaluation. Dans un monde instable, l'entraînement de ces unités discrètes et réactives est une priorité. L'Académie des forces spéciales a été créée en 2015 et est aujourd'hui forte d'une trentaine d'hommes. Sa mission est surtout centrée sur la formation des équipiers des forces spéciales, mais aussi du personnel de l'armée de terre qui est destiné à armer le GAOS, donc le groupement d'appui aux opérations spéciales. On forme dans un panel de disciplines qui est très varié, qui va de la santé, donc du secourisme au combat, des formations de cursus et d'adaptation pour nos officiers et nos sous-officiers, la conduite de véhicules forces spéciales, le pilotage des drones, le guidage aérien de niveau très avancé. Les forces spéciales disposent d'équipements spécifiques et de la maîtrise exclusive de certaines techniques, ainsi que des missions telles que la libération d'otages, le contre-terrorisme maritime ou la capture de criminels de guerre. Elles agissent dans le respect du droit des conflits armés et n'opèrent jamais clandestinement. À leur tête, le général Bertrand Toujouze. Nous le retrouvons ce jour-là sur le tarmac de la base aérienne d'Orléans-Brissy, à l'occasion de la tournée mémorielle du C-160 Transal. Après plus d'un demi-siècle de service, cet avion de transport s'apprête à prendre une retraite bien méritée. Le Transal, c'est beaucoup de souvenirs pour nous, un certain nombre de posées d'assaut assez mythiques sur pas mal de théâtres d'opération. Ce sont des choses moins connues et parfois assez héroïques. L'appareil qui a marqué l'histoire de l'armée de l'air et de l'espace a également été un outil privilégié pour ce que l'on appelle communément le COS, le commandement des opérations spéciales. Le COS, en réalité, c'est deux choses. La première, c'est un état-major,
un état-major de 150 personnes, qui est donc à la responsabilité de conduire un certain nombre d'opérations particulières pour lesquelles il a été mandaté par nos autorités. Donc, principalement le chef d'état-major des armées, mais évidemment sur une décision politique amont. Donc ça, stricto sensu, le COS, c'est ça. En réalité, quand on parle du COS, on intègre également l'ensemble de la communauté des opérations spéciales, l'ensemble des unités. Et quand on prend l'ensemble des unités, on est actuellement de l'ordre de 4500 personnes. C'est en Écosse également que s'entraînent les commandos marins. L'entraînement les dispose à ces combats âpres qu'il faudra livrer parfois avec succès, parfois sans espoir. Si en 1941, les premiers commandos marines français s'entraînent déjà aux côtés des forces britanniques, sous le commandement du capitaine de corvette Philip Kiefer, il faut attendre 1992, au lendemain de la guerre du Golfe, pour que le ministre de la Défense de l'époque, Pierre Jox, décide de créer une structure unique pour coordonner les actions des différentes unités spécialisées. Dès lors, et depuis 30 ans, les forces spéciales ont su s'imposer comme une capacité de premier plan, capable de gérer des opérations sensibles avec des effectifs restreints. Pour faire simple, on reste vraiment engagé en général sur 3 piliers. Donc vous avez le monde de la lutte contre le terrorisme qui continue de constituer aujourd'hui l'essentiel des opérations du COS, parce qu'encore une fois, l'armée française reste assez engagée au Sahel et nous continuons d'avoir des responsabilités assez importantes également au Levant, au sein de la coalition qui est déployée en appui de nos amis irakiens et des pays de la région. Donc ça reste à l'instant T l'endroit où le COS a impliqué le plus grand nombre de personnes. Ensuite, deuxième sujet qui est important, c'est justement toute cette zone grise, début de contestation. Et là, on voit bien qu'on ne se tourne plus tout à fait vers les mêmes zones. Sans rentrer dans les détails, très clairement, ce sont des réalités qui nous ont imposé depuis quelques années d'être davantage présents en Méditerranée et en Europe. Et sur la crise actuelle, évidemment, nous avons des intérêts et des enjeux très spécifiques en Europe de l'Est. Troisième point, le COS reste quand même capable de s'engager dans de la gestion de crise ponctuelle, donc doit avoir toujours également cette capacité de force de réaction permanente. Donc l'ensemble des unités du COS, des 3 armées et pour la chefferie santé aussi, maintient des modules d'alerte en permanence. Avec un engagement aussi dense, rares sont les moments où le général peut échanger avec ses opérateurs. Ce dernier saut à bord du Transal est une opportunité qu'il saisit bien volontiers. 50 sorties, casque lunette, parfait. C'est un moment privilégié pour rencontrer les unités quand même et voir les gens sur le terrain, parce que j'essaye d'aller sauter dans les unités à tour de rôle. Donc ça, c'est une autre façon de voir les gens, donc ça c'est essentiel et ça n'a pas de prix. Les tandems derrière moi, les R4. Ouais, non, les tandems. Les tandems, juste asseyez-vous. Nous quittons une base aérienne pour en rejoindre une autre en Gironde. À Cazaux, les forces spéciales de l'armée de l'air et de l'espace organisent leur rendez-vous annuel majeur. Au programme de l'exercice Athéna, des scénarios complexes rassemblant des commandos et des équipages français, espagnols et américains. Un objectif, certifier les détachements qui seront engagés prochainement en opération au profit du COS. Depuis 2018, en fait, il a passé une autre dimension en intégrant toutes les unités forces spéciales air, mais aussi des unités référentes de l'armée de l'air qui œuvrent en appui des forces spéciales et des unités modules d'appui aux opérations spéciales qui renforcent aussi nos détachements en opération. Donc voilà, on a étendu à pas mal d'unités au sein de l'armée d'air et une dimension aussi interarmée, interalliée, avec la participation des forces spéciales terre, marine. Et aujourd'hui, sur l'exercice, nous avons 2 détachements étrangers, un détachement d'AFSOC, Air Force Special Ops Command, avec un M630J, un avion, ainsi qu'un détachement espagnol composé d'un détachement commando et de Zapac et d'un équipage de CASA CN 295. Avec le retour des rivalités de puissance, les forces spéciales ont densifié leurs relations avec leurs homologues occidentaux afin de renforcer leur interopérabilité. Et c'est justement avec un Hercule américain que cet équipage des forces spéciales françaises va s'entraîner à une manœuvre délicate, le ravitaillement en vol. On va chercher entre 1 et 3 mètres, on va dire, derrière le panier aligné. Ça nous permet de regarder si le panier est en bon état, voir s'il n'y a pas des problématiques et de sentir l'aérologie derrière l'avion. Et une fois qu'on sera stable, on décidera d'aller cliquer pour chercher la position de ravitaillement.
je suis tape derrière mon avion. Écoutez, je fais ma position sur l'aéronef, de temps en temps un petit coup d'œil au panier. On voit que ça c'est stable, le panier il est bien. Je suis devant mon avion, avec tout ça je suis bien, et je décide d'y aller. Cette puissance vers l'avant. Hop, je fais mon panier. Et je monte sur mon aile, et là j'en prends mes repères de ravitaillement en position de ravitaillement. Cette capacité que l'escadron d'hélicoptères 167 Pyrénées est la seule à détenir en France permet d'augmenter la longe des opérations, de pouvoir aller dans la profondeur et de rester plus longtemps sur zone pour soutenir des commandos au sol. L'exemple d'une arme aérienne qui offre des avantages tactiques, opératifs et politiques décisifs. Pour la partie fixed wing, les 4 ATAS sont verts, avec juste une limitation sur le MC-130J américain, pas de cap AGVN, pas de posée terrain sommaire, et le C-130 français qui est sur Orléans, qui peut être sur place à compter de 17h30 bloc en cas de besoin. Ce que je demande aux télés d'alerte, c'est qu'avec les deux POI qu'on a en soute, de commencer d'ores et déjà à réfléchir à des modes d'action, d'insertion, d'infiltration. Donc on a un aérodrome, un hangar. Sur l'aérodrome, ce serait intéressant de savoir d'ailleurs ceux qui posent, quels seraient aussi les itinéraires entre les deux zones. Au centre opération de l'exercice, une nouvelle mission se profile. Une cellule dédiée à l'analyse et à l'exploitation du renseignement multisource, récolté et reçu, a permis de localiser un chef de guerre. Celui-ci s'apprête à recevoir une cargaison d'armes chimiques. Pour le commandement, l'objectif est simple, le capturer avant qu'il ne change de cache. Les commandos commencent alors à élaborer leur plan d'action. Alors là, du coup, on a plusieurs hypothèses pour la mission de ce soir. Donc une première hypothèse qui serait, une mise en place tout par ISV, donc un saut en parachute. Une deuxième hypothèse où il y aurait une première partie qui sortirait en parachute et une deuxième partie qui arriverait en hélicoptère. Et une troisième hypothèse où pour la mission on ferait tout en véhicule. Donc en fonction de ça, on essaye de faire une timeline qui permet de séquencer un peu tout ce qui est la phase entre la phase préparatoire, la phase d'action, pour après essayer d'affiner au maximum les durées d'action ou de préparation. Donc là, il faut tout anticiper et faire les 3 scénarios possibles. Ça, c'est bon. Et dans notre briefing de départ... Comme en opération réelle, ils doivent prendre en compte de nombreux facteurs tels que la météo ou la disponibilité des aéronefs. Et ensuite, convaincre leur hiérarchie. J'aimerais savoir si est-ce que valider le MA1 ou le MA2 pour que je commence à rédiger mon idée de manœuvre pour le CONOP. Non, après, le MA2 était plutôt un MA alternatif, c'était le plan B. Pour l'instant, on part sur un conforme. Bruno est le chef du détachement du commando parachutiste de l'air numéro 10. Pendant l'exercice, il endosse la responsabilité de chef tactique déployé sur le terrain. On a une vraie phase un peu, une vraie nébuleuse au début avec une situation tactique qui n'est pas forcément claire tout de suite, des ordres qui sont en cours de construction, d'élaboration. Donc mon rôle, ça va être d'anticiper ça, de voir avec les différents chefs d'éléments, hélico, drones. C'est un processus itératif qui fait qu'on fait régulièrement des points de situation, on recale un peu les gyros, comme on dit dans notre argot, pour avoir un produit fini, compris et partagé par tous. Pour mener sa mission, Bruno pourra compter sur un groupe action du CPA-10, un Hercule et un Twin Otter de l'escadron de transport 361 Poitou, ainsi que des moyens de l'armée de terre, un groupe action du 1er RPIMA et 4 machines du 4e régiment d'hélicoptères des forces spéciales. Ce qui a été bien anticipé sur Athéna, et ce qui est le cas depuis plusieurs années, c'est qu'on travaille avec les marins, avec les gens du 1er. Bon, ça, on va dire que c'est un socle de base, mais on arrive à travailler avec les équipes qui vont être engagées avec nous. Donc là, on gagne vraiment en opérabilité à court terme et à moyen terme sur l'opération. Ok. Donc moi, ce que je veux, c'est ma marge habituelle, ma petite demi-heure du capitaine. Si on peut être à minuit 30, minuit 40 sur zone, c'est cool. Juste un dernier rang, ce qui est tombé, des partisans qui sont sur zone, locaux, qui ont pris en photo la zone du hangar. Marseille 01 du coup. Il y aurait 2 véhicules et ils ont au moins vu un Pax. Voilà. Ça c'est à prendre en compte, il y a 2 véhicules dont probabilité de fuyante. Les commandos vont réaliser une infiltration sous voile. En un mot, ils vont sauter à haute altitude et dériver sur plusieurs kilomètres
afin de s'insérer en zone ennemie. Pour l'équipage de l'escadron de transport 361 Poitou, c'est une formalité. Cette unité est spécialisée dans les infiltrations, l'aérolargage et les posées d'assaut. Et tandis que les commandos atterrissent en toute discrétion, le C-130 Hercule se prépare à redécoller pour utiliser une autre de ses capacités. On va mettre en œuvre une capacité d'appui renseignement et de coordination, connue sous l'acronyme dans notre monde barbare de C3 ISTAR, Command Control Communication, Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance. Donc c'est le cumul savant au sein d'un même aéronef de capacités de command and control et d'appui renseignement. Elle se base principalement sur des capacités de transmission, chiffrées naturellement, et parallèlement la mise en œuvre de capteurs renseignements, notamment optroniques, qui permettent de déceler à la fois les positions ennemies-amies et d'appuyer la manœuvre par ce type de technologie durant plusieurs heures. Notre équipe de tournage n'a pas pu suivre les opérateurs restés au sol. Nous avons donc reconstitué l'assaut. À terre, les commandos vont progresser à pied sur 4 km. Une phase pendant laquelle ils sont en lien permanent avec l'appareil du Poitou. À 1h du matin, le top action est donné pour le groupe du CPA-10, appuyé par les équipiers du 1er RPIMA. Les hélicoptères du 4e RHFS rompent la bulle de silence pour couvrir le secteur. 4 ennemis sont neutralisés et le chef de guerre capturé. Le mode d'action, donc a posteriori, a fonctionné. C'était peut-être le bon, il y en avait d'autres. Mais on a joué celui-là, il a marché, malgré beaucoup de changements. Ça a été appréciable pour les opérateurs, mais également pour la cellule de commandement qui a pu s'entraîner, se rôder au processus de conception et de conduite des opérations. Entraîner les corps et les esprits constitue la première garantie de la solidité et de la résilience des soldats. C'est aussi dans ces moments-là qu'ils développent un sentiment de fraternité, indispensable pour affronter leurs engagements. La meute trouve son équilibre dans les groupes qui sont anciens et qui sont bien. Ça permet en fait, simplement, si on doit comprendre ce qu'on vit, de tolérer de faire 4 mois par an loin des siens, loin du confort, etc. pendant 20 ans des fois. Donc il y a forcément quelque chose du domaine de l'incroyable, de magique qui se passe dans ces groupes. Il y a des suppléments d'âme partout. On sent que la cohésion est de plus en plus forte à l'approche d'une mission, parce qu'il y a une implication qui est différente, une implication déjà professionnelle mais aussi humaine, parce qu'on sent qu'on va avoir besoin des autres, on va avoir besoin de nos camarades sur le terrain, on sait qu'on peut risquer notre vie et on sait que c'est eux qui vont peut-être la sauver également. Ils savent aussi qu'ils seront épaulés par des soignants spécialisés, une assurance pour qu'ils puissent se concentrer sur leur mission. De retour au CTA en plein exercice, un groupe est cette fois confronté à la découverte d'un otage blessé par ses ravisseurs. Tu m'entends ? Tu m'entends ? Ça va ? Dans la doctrine du service de santé des armées, tous les blessés doivent être traités de la même façon. L'otage est donc immédiatement pris en charge par l'auxiliaire sanitaire du groupe. CV, ouvre les yeux. Ok, garrot placé. Ok, c'est bon, je prends la relève. Je demande intervention du doc. Parfait. Ok. Une plaie perforante au niveau de la jambe gauche. Ouais, t'as garrotté, c'est bon. Ouais, garrotté, le garrot est efficace. Ah, il a froid. Ouais, il a froid. Alors là, c'est ce qu'on appelle un patient alpha, donc les patients les plus graves. Il est blessé à la jambe et à l'abdomen. C'est des blessures graves, très hémorragiques, pour lesquelles on va devoir le conduire au plus vite auprès du chirurgien afin qu'il soit sauvé et dans le meilleur état possible. Ça va, madame? Allez, tiens le coup. Hein. C'est le doc, l'équipe médicale, on s'occupe de toi. T'inquiète pas. Ok. Allez, accroche-toi, ça va bien se passer. En mission, les soignants doivent être capables de délivrer des soins de très haut niveau, de la même qualité que ce que pourrait faire un SAMU en métropole. Ok, super. Là, ce que je prépare, c'est du plasma lyophilisé qui va aider à restaurer le volume sanguin perdu tout en apportant ce qu'il faut pour que la coagulation soit améliorée. Dès qu'il sera prêt, on le branchera au patient et on s'occupera de préparer une poche de sang pour lui passer du sang pour compenser les pertes dues à l'hémorragie. Le plasma lyophilisé, qui a fait ses preuves sur le terrain, est une invention du service de santé des armées.
L'exercice de la médecine dans des conditions atypiques pousse le personnel médical militaire à chercher des solutions adaptées. Ok, 25 minutes de prise en charge les gars. Il nous reste 15 minutes avant l'arrivée de l'hélicoptère. Pour notre blessé, la suite du scénario va s'écrire ce jour-là par voie aérienne. Un appareil du 4e régiment d'hélicoptères des forces spéciales va venir le récupérer. À partir du moment où tu as récupéré le blessé, c'est souvent le docteur qui nous file les informations et en fonction de la blessure du soldat. Mais forcément, on ne pourra plus pratiquer de vol tactique, donc il faudra être assez souple sur les commandes. On ne pourra des fois pas non plus monter en altitude parce que suivant les blessures qu'il a, c'est pas compatible. Et après c'est un dialogue avec le doc qui est dans la soute. En fonction de l'état du blessé, lui il nous informe constamment des trucs à faire et comment évoluer, quoi. Voilà 2 ans que le médecin principal Clotaire fait partie de la première chefferie du service de santé des forces spéciales, créée en 2018. Comme lui, ils sont 120 militaires de tout grade aptes à intervenir dans le cadre d'opérations spéciales. On n'a pas de particularité médicale. Nos particularités vont être un savoir-être et un savoir-faire qui vont nous permettre de nous insérer et de suivre les groupes sans les pénaliser. Et également la capacité à accepter des situations qui nous mettraient dans un inconfort médical tout en assurant le même niveau de sécurité de soins pour les combattants. Des interventions particulières qui nécessitent une sélection pointue. Il y a une campagne de tests annuelle qui est ouverte à tous les personnels du service de santé et qui se déroule sur plusieurs jours avec des mises en condition techniques et physiques pour être sûr que les personnes aient un niveau physique minimum pour être en mesure de suivre les groupes sur le terrain et un niveau technique en médecine de l'avant et en médecine d'urgence nécessaire à assurer les soins des opérateurs. C'est bon, on a tous les gars Oxy, c'est bon, IMO. Leurs entraînements réguliers permettent aux équipes d'être plus efficientes en mission, quel que soit le milieu. Car si les commandos français sont bien experts de la 3e dimension, il y a un autre domaine qu'ils maîtrisent parfaitement. À Lorient, le jour n'est pas encore levé quand ces hommes du commando Jaubert, un des 7 commandos de la Marine nationale, préparent leur matériel pour un saut à la mer. En cas d'ouverture intempestive du côté air principal, après le déploiement du RSE, on fait CDO. Ces spécialistes doivent valider leur capacité à prendre l'alerte dans le cadre de l'échelon national d'urgence, spécialisé dans le contre-terrorisme et la libération d'otages. On est en train de valider un mode d'insertion à longue distance qui nous permet de larguer une embarcation rapide commando en autonome au large avec une équipe commando qui pourrait être capable de mener un assaut de vive force sur un navire. L'embarcation au cœur de l'attention, c'est l'écume. Un bolide de 7 tonnes pour 9,30 mètres de longueur et 3 mètres de largeur, pouvant dépasser les 75 km/h. Ouais. En fait, vous le voyez par vous-même, la difficulté, il suffit de se retourner, voir le volume qui est occupé dans la soute par l'embarcation. On est au-delà des limites standards, donc c'est un conditionnement sous dérogation. Et puis c'est hyper technique et on utilise du matériel qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser pour les autres véhicules qu'on largue en général de ces avions. Ici encore, c'est un équipage du Poitou qui est à la manœuvre. Ce n'est que la 7e fois qu'un largage de ce type a lieu, alors forcément chaque détail est minutieusement vérifié. Toutes les procédures, y compris celles de secours, sont revues. On finit l'inspection par le haut du bateau, retrait de l'échelle, on termine l'arrière, on s'équipe. Au top, la charge est tirée hors du C-130 Hercule par un parachute éjecteur. Elle est immédiatement suivie par le pilote de l'embarcation et le chef de raid. Ce sont eux qui vont récupérer l'écume afin de la préparer pour la mission. Moins d'une trentaine de minutes plus tard, ils sont rejoints par le reste du groupe. Par chance, ce jour-là, c'est une mer d'huile qui les attend. Chaque entraînement est l'occasion d'améliorer l'efficacité et parfois l'équipement de ces soldats. Face à des adversaires dotés de capacités de plus en plus modernes, innover est une nécessité. La Force maritime des fusiliers marins et commandos a ainsi créé en 2019 son Fuscolab,
Un dispositif d'appui à l'innovation qui permet d'imaginer et de mettre en œuvre rapidement des solutions adaptées aux forces spéciales. Sur la partie visite de l'ENSTA Bretagne, du coup au niveau du drone de surface. On n'a pas vu non pas un drone, mais ils nous en ont profité pour montrer tout leur atelier drone. Donc on a pu voir non seulement les drones de surface, mais aussi ce qu'ils ont en termes de drones sous-marins, drones aériens et drones terrestres. Donc il y a des collaborations qui pourraient être envisagées parce qu'il y a des unités ici, notamment Kiefer, qui sont très intéressées par leur compétence de créer des drones de bout en bout et sur mesure. Imaginé comme une start-up, le Fuscolab accueille 2 officiers d'active et des réservistes, mais également tous les marins avec des idées. Et les résultats sont là. On a développé un moteur hybride pour nos petites embarcations, donc hybride électrique et thermique. Ça, c'est quelque chose qui est en cours de développement. On a réussi l'intégration de foil sur notre embarcation rapide Etraco. Nous sommes en train de développer un dispositif permettant de naviguer sans GPS à base de centrales inertielles et d'autres équipements. D'autres exemples de projets plus bottom-up, la confection d'équipements nous permettant d'optimiser, d'améliorer encore notre capacité à aborder un navire en pleine mer. Également, ça va jusqu'au développement de fusils. En ce moment, nous développons un fusil hybride. Et toutes sortes de petits équipements, parfois issus de l'impression 3D, qui sont soit des interfaces, qui viennent vraiment faciliter la vie de l'opérateur, des petits détails, mais qui ont des fortes valeurs ajoutées. Là, je décolle une pièce qui vient d'être réalisée. Donc, il s'agit d'un prototype de planchette pour les plongeurs de bord d'une unité. Cet incubateur de projet se veut aussi être le lieu où les inventions civiles et militaires infusent et se rejoignent. On travaille avec certains industriels, donc que ce soit des petites PME. On aime bien travailler avec des PME locales parce que c'est plus facile pour les échanges et on peut se voir ici au Fuscolab. Mais on travaille également avec des plus grands groupes. On travaille après avec les instances d'innovation des armées, comme l'Agence d'innovation de défense, que ce soit via nos correspondants marines, via la commission d'innovation participative par exemple aussi, et puis toute notre communauté, notre galaxie à nous du Fuscolab, les marins bien sûr et les autres forces de la marine, toute la partie civile, les universitaires, la partie DGA, et bien évidemment le monde des forces spéciales avec les autres composantes. Chacune d'entre elles dispose de cellules dédiées à la prospective et se retrouve régulièrement, notamment lors du SOFINS, un salon biannuel organisé au profit du COS, qui permet à l'industrie française de démontrer la pertinence de ses solutions, une clé essentielle à la réussite des opérations. Aujourd'hui, l'entrée dans une ère de compétition de puissance impose au COS de se transformer. Après 15 années principalement dominées par la lutte contre le terrorisme, les forces spéciales doivent réorienter leurs entraînements vers des scénarios de haute intensité et répondre aux défis capacitaires auxquels elles sont confrontées. Une adaptation qui fait partie de l'ADN de ces unités, habituées à faire autrement.